Bien. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir. Nous sommes plaisir d'accueillir sur la plateforme virtuelle du Merkaz Hatit d'Israël le grand rabbin Fison, qui est grand rabbin de Metz et de la Moselle, vétérinaire et qui est une des figures importantes dans le débat sur la shrita, l'abattage rituel en France aujourd'hui et en Europe, je crois. Et donc, on est très heureux de, pour la première fois, collaborer pour un cours et j'espère qu'on en aura d'autres. Voilà, Bevakasha. Bien, chers amis, alors je suis très heureux de pouvoir vous rencontrer même virtuellement. Alors, je vois certains, j'en vois pas d'autres, mais peu importe. Effectivement, aujourd'hui, il est important de faire le point sur la problématique de la shrita en Europe, euh, en France et en Europe plus généralement, puisque la conférence des rabbins européens, la CER, m'a confié également cette tâche au niveau de l'Europe, moins la Grande-Bretagne où il y a un responsable, mais vous le savez, Brexit oblige. Alors, la problématique de la shrita est une problématique difficile qui nous tient depuis déjà quelques années et qui ne va pas en s'améliorant. C'est-à-dire que nous éprouvons de plus en plus de difficultés aujourd'hui à pouvoir exercer ce droit de la communauté juive qui est un droit inaliénable, mais qui va se heurter aux droits des animaux. Donc, on sait que dans le monde européen, les associations de défense des animaux prennent de plus en plus d'ampleur. Un certain nombre sont pour interdire la shrita. La plupart d'entre elles sont pour interdire l'abattage en général, l'abattage de tous les animaux, donc prôner un régime végétarien. Mais à côté de cette montée en puissance donc des associations de défense des animaux qui sont redoutables et disposent de beaucoup de moyens, il y a aussi une montée en puissance de partis politiques qui, pour des raisons assez sombres, si on peut dire, souhaiteraient bien interdire l'abattage rituel. Et je dis l'abattage rituel en général parce que, d'abord, pour ces partis populistes ou d'extrême droite, il s'agit, à leurs yeux, de combattre l'islam. Et pour eux, une des méthodes pour combattre l'expansion de l'islam est d'interdire l'abattage rituel. Et nous serions alors je dirais qu'un dégât collatéral, sachant que l'abattage rituel juif et l'abattage rituel musulman, c'est quand même deux choses assez différentes, et sachant aussi que, eh bien, la quantité, le pourcentage de shrita en Europe est bien faible par rapport à l'abattage rituel musulman. Mais il se trouve que nous sommes au cœur d'une polémique qui, avec bien sûr la pandémie du Covid, s'est beaucoup calmée. Mais juste avant, nous étions déjà sur le pont puisque le groupe L214, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce groupe L214, qui est un groupe très dynamique et très agressif, dont l'idéologie est la suppression de la consommation de viande, mais ils ont placé des caméras dans un abattoir de veaux très important dans le centre de la France. Alors, ce n'est pas seulement pour prendre au piège, entre guillemets, le cachère. En vérité, il y a très peu d'images sur l'abattage rituel juif. Ce sont surtout des images sur l'abattage conventionnel, mais aussi sur l'abattage musulman. Mais évidemment, tout a été arrêté. Alors, on essaye péniblement de remettre les choses en route, mais ce n'est pas simple parce que finalement, même lorsque il y a un scandale dans un abattoir, quel qu'il soit, j'allais dire, la remise en route des choses est difficile parce qu'on va toujours pointer du doigt le rituel en considérant que ce rituel donc, fait plus souffrir les animaux qu'un abattage normal. Donc, je vais essayer un petit peu avec vous de comprendre cette chose-là et peut-être de démontrer que la shrita est une méthode tout à fait honorable. Bien sûr, on tue des animaux pour les manger, donc si vraiment on a de la compassion pour les animaux, on devrait être végétarien. D'ailleurs, une option qui existe dans le judaïsme, hein, on y reviendra si on a un petit peu le temps, mais en tout cas, on va essayer de démontrer que cette méthode, la shrita, est une méthode qui n'apporte pas plus de souffrance ou de douleur à l'animal qu'une méthode conventionnelle. Mais pour commencer, je voudrais insister sur la notion importante de tsar balechayim, donc de souffrance de l'animal, qui est une notion essentielle. Une discussion, est-ce que c'est une halakha minatora ou midei rabbanan? En tout cas, il y a des sources très nombreuses dans la Torah. L'otarsom shor bedisho, ne pas museler le bœuf dans le champ lorsqu'il mange.
l'obligation de nourrir son animal avant de se nourrir soi-même, de ne pas labourer avec l'âne et le bœuf en même temps parce que c'est une souffrance pour l'âne qui est moins puissant. Dans la Gemara, ça c'est pour les sourds de la Torah, dans la Gemara, on a la fameuse histoire de Rabbi Udanassi dans Baba Metzia, où Rabbi Udanassi, eh bien, il y a un veau qui vient se réfugier dans les pentes du Rav et il demande pitié, le veau commence à parler. Ce qui est très amusant, c'est que le Rav ne s'étonne pas du tout de ce miracle d'un veau qui commence à parler, mais lui dit simplement, va vers l'abattoir puisque tu es destiné à cela. Le Rav Udanassi va souffrir pendant de nombreuses années jusqu'à ce qu'une de ses servantes veut balayer un nid de belette qui se trouve dans sa maison, et il l'arrête et il comprend, en épargnant ses belettes, il comprend qu'il avait fait une faute des années. Apparemment, il aurait dû avoir de la compassion pour ce veau et finalement, ses souffrances s'arrêtent. Donc, il y a des sources multiples. On peut citer également le Rama, Rabbi Moshe Isserles, le commentateur Ashkenaz, le corpus Ashkenaz du Shulchan Aruch, qui complète donc le Shulchan Aruch, qui nous dit que la mise à mort d'un animal n'est permise que pour la consommation de cet animal et également lorsqu'il y a un nuisible, c'est-à-dire un animal qui est dangereux. Évidemment, on peut se défendre, on peut le tuer, mais on ne peut pas tuer comme ça des animaux comme cela. J'ajouterai aujourd'hui que pour la plupart des poskim, on peut utiliser les animaux pour l'expérimentation animale à des fins donc de thérapeutique humaine. C'est très important dans ce contexte de pandémie où à un moment donné, on va être obligé de passer par des modèles d'animaux. Je rappelle également qu'on ne fait pas de shecheyanu lorsqu'on porte, on va mettre des chaussures en cuir parce qu'on a dû tuer un animal et nouvelles chaussures en cuir, on a tué un animal, donc la mort d'un animal, on ne fait pas shecheyanu, et que le shochet, lorsqu'il va abattre pour la première fois un animal, il ne va pas faire shecheyanu. Donc, finalement, on a effectivement cette notion de tsar balechaim, ce respect de la créature animale, qui est une créature d'Akadosh Baruch Hu, et évidemment, c'est là, idéologiquement, ce qui nous sépare de ces associations qui prônent le régime végétarien à tout prix, c'est que nous considérons que l'animal, évidemment, il est digne de respect, mais il y a une hiérarchie entre l'homme et l'animal, et cette hiérarchie, elle est absolue pour nous. L'animal est respectable, mais l'homme sera toujours au-dessus de l'animal. On sait que dans les idéologies qu'on appelle les idéologies antispécistes, hein, ça nous vient des États-Unis et d'Australie au départ. Je me demande d'ailleurs, je pense qu'un de ses fondateurs est un juif très éloigné, bien sûr, de la tradition, un certain monsieur Singer. Dans cette idéologie donc spéciste, on met l'homme et l'animal, antispéciste, pardon, sur le même niveau. C'est-à-dire que si je maltraite un animal ou je le tue pour le manger, c'est assez comparable, d'après eux, à la traite des Noirs, par exemple, bien sûr tout à fait condamnable, donc anti-raciste, antispéciste. Donc on voit la relation qui est faite. Donc, c'est une idéologie assez déviante. Et pour nous, si l'animal est digne de respect, l'homme reste supérieur à l'animal. Et si effectivement on discute sur l'éventuel d'un régime végétarien, comme d'ailleurs le dit le Rav Kook lui-même, que dans les temps futurs, on redeviendra végétarien, mais le temps n'est pas encore venu. Il faut d'abord s'occuper, j'allais dire, de la compassion envers les hommes avant celle des animaux, en même temps que celle des animaux. En tout cas, ne pas tendre vers un régime végétarien. J'ajouterai que, d'après Ibn Ezra, c'est très intéressant, il nous explique qu'à l'époque du déluge, avant le déluge, avant Noach, avant le déluge, bien l'homme était végétarien. Et ce n'est qu'après le déluge que Akadosh Baruch Hu, l'Éternel, a permis à Noach de consommer de la viande et des animaux, des animaux purs, enfin, je vous référais au texte de Noach. Mais là-bas, alors que le Rambam dit que effectivement l'autorisation a été donnée à l'homme de consommer des animaux après le Maboul, après le déluge, parce que bien c'est l'homme qui a sauvé tous les animaux. Donc le Rambam est très pragmatique. S'il a sauvé tous les animaux, on va l'autoriser à manger aussi des animaux. Ibn Ezra dit que la consommation des animaux a été permise justement parce qu'avant, c'était interdit. Avant, donc, l'animal était mis au même plan, même niveau que l'homme. Et on a pu alors observer des déviances, des déviations dans les mœurs des humains qui se sont assimilés aux animaux. Donc, il fallait rétablir une sorte de hiérarchie. Alors, voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur le respect important que nous avons vis-à-vis du monde animal. Mais toujours est-il que, évidemment, nous pouvons consommer de la viande
Alors, en quantité peut-être modérée, certains textes disent qu'il n'y a que les Talmidei Chachamim qui peuvent consommer de la viande, d'autres disent qu'il faut manger réserver la viande pour Shabbat et Yom Tov, en tout cas pour Yom Tov, etc. Donc, il y a toute une série de textes en disant que manger de la viande, ce n'est pas anodin. Mais toujours est-il que la notion de Tsar Baalei Chaim s'applique aussi au niveau de la Shrita. Et c'est là tout le débat. Un dialogue qui devient un dialogue parfois difficile parce que nous prétendons que la Shrita est une méthode qui est acceptable pour l'abattage des animaux, alors que les associations de défense des animaux et un certain nombre de partis politiques, puisque ça a pris une ampleur politique, nous disent non, votre méthode est cruelle et barbare, nous allons vous l'interdire et bien sûr par conséquent vous interdire par ce biais-là de consommer de la viande. Alors, rentrons un petit peu dans le détail, je ne voudrais pas être trop technique, mais c'est quoi la Shrita et c'est quoi les méthodes conventionnelles d'abattage? C'est intéressant de comparer ces deux méthodes-là pour pouvoir savoir de quoi on parle. Alors, la Shrita, il s'agit de la section ce qu'on appelle le can et le véchet, l'œsophage et la trachée, et surtout, et c'est le plus important en matière de bien-être animal, c'est la section des carotides, des deux vaisseaux sanguins qui alimentent le cerveau, des deux jugulaires, celles qui reviennent du cerveau. Il faut vraiment réaliser une section parfaite de ces 4 vaisseaux sanguins pour avoir une hémorragie qui soit massive et complète. Et nous disons, effectivement, lorsqu'il y a cette hémorragie massive et complète, la perte de connaissance de l'animal est rapide puisque le cerveau de l'animal se vide de son sang. Donc, le sang n'arrive plus au cerveau, l'oxygène n'est plus porté par les globules rouges et donc les neurones, les cellules nerveuses du cerveau, vont être mises hors jeu extrêmement rapidement et par conséquent, l'animal va perdre connaissance et mourir. Alors, la souffrance, la douleur n'est pas mesurable chez un animal. On ne sait pas mesurer la douleur et la souffrance. La seule chose qu'on peut mesurer, c'est la perte de conscience. Voilà. Lorsque la Shrita est appliquée et faite dans les règles de l'art par un shochet qui vraiment maîtrise bien son geste et que les vaisseaux sont coupés comme il se doit, la perte de conscience est rapide. Alors, rapide, chez une volaille, c'est 2-3 secondes, c'est vraiment infime. Chez un ovin, un mouton, on peut aller à une dizaine de secondes. Chez un bovin, une vingtaine de secondes. Il y a parfois des échecs, des ratés. Alors, je vais y revenir, mais ces échecs, en général, lorsqu'ils sont mesurés au niveau des statistiques par les services vétérinaires partout en Europe, englobent l'abattage rituel juif et musulman, sans faire de distinguo pour être politiquement correct comme on dit. Et ces échecs sont évalués à peu près, on va dire, 16%, 17% de la totalité des abattages rituels, ce qui veut dire que 17% des animaux perdent conscience après l'abattage rituel, après la saignée, dans un temps qui, lui, n'est plus acceptable, qui peut dépasser 40, 50, 60 secondes, etc. Donc, ça, gardez ce chiffre en tête de 16-17% d'échecs dans l'abattage rituel. De l'autre côté, il y a des méthodes conventionnelles d'abattage qu'on appelle l'étourdissement. Et là, il y a un abus de langage, si on peut dire, parce que l'étourdissement, ce n'est pas, j'allais dire, simplement, on va anesthésier les animaux avec je ne sais quel produit. Il est interdit, parce qu'on va consommer ensuite cette viande, d'injecter quelques produits que ce soit, de faire inhaler quelques produits que ce soit, qui soient des produits anesthésiants. Tout ceci est interdit. Donc, la méthode qui a été utilisée chez les bovins, chez les grands animaux, les veaux, les vaches, etc., les bovins, c'est ce qu'on appelle le pistolet à tige perforante, surnommé le matador, par référence à la corrida. Donc, il s'agit d'un espèce d'appareil, une espèce de tube dans lequel il y a une tige métallique perforante qu'on va appliquer sur le front de l'animal. Cette tige va venir fracasser le crâne, pénétrer à l'intérieur du cerveau pour détruire les centres de la sensibilité, pour quelque peu paralyser l'animal au niveau de ces centres de la sensibilité. L'animal va être ainsi rendu insensible, d'après évidemment les supporters de cette méthode, et ensuite on va saigner l'animal, parce qu'évidemment en conventionnel on saigne l'animal pour des raisons hygiéniques, on ne peut laisser le sang dans l'animal, il faut le saigner, c'est une donnée élémentaire, donc il y a une saignée de l'animal qui suit ce geste-là. Alors, le problème, c'est que ce geste-là, en lui-même, est douloureux. Et ça, on ne le prend jamais en considération. Il n'y a pas vraiment d'études là-dessus. Ce geste, en plus, il n'est pas toujours
Le matador, ce pistolet à tige perforante, n'est pas toujours appliqué avec justesse. Si on dévie d'1 millimètre, la tige perforante, elle va ailleurs. Donc, l'animal, il n'est pas du tout étourdi, pas du tout, du tout. Il a le crâne fracassé, donc il souffre. Ensuite, on va le saigner, mais on ne va pas le saigner comme chez nous, comme le shochet le fait, avec un long couteau et un aller-retour en coupant tous les vaisseaux. C'est simplement un petit coup de couteau, donc une saignée non plus qui n'est pas complète. Donc, il y a une souffrance de l'animal. Et on considère, les statistiques sont celles de l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique en France, pas nous qui avons fait les statistiques, hein, c'est tout à fait officiel et consultable, on considère qu'il y a 16% d'échecs en France au niveau de l'abattage conventionnel chez les bovins, 16% d'un nombre énorme d'animaux, puisque c'est le conventionnel, par rapport à 16% d'abattage rituel tout venant, et encore, si là-dessus j'ai 13%, enfin, l'abattage rituel, c'est très peu au niveau de la shrita, beaucoup au niveau musulman. Mais enfin, prenons tout ensemble, eh bien, on peut considérer qu'il y a beaucoup plus d'animaux qui souffrent en conventionnel que d'animaux qui souffrent en rituel. Donc, mes chers amis, je dis toujours dans les débats, moi, je veux bien qu'on améliore les méthodes et qu'on essaye de réduire les échecs. Il y a des possibilités de réduire les échecs de l'abattage rituel. Encore faut-il, encore une fois, avoir une étude objective sur le rituel juif et le rituel musulman. C'est un premier problème. Mais balayer devant votre porte. Il y a dans l'abattage conventionnel beaucoup, beaucoup de problèmes. Je donne un autre exemple au niveau des volailles. Et là, au niveau des volailles, de l'avis même des spécialistes, l'abattage rituel, la shrita, est peut-être le meilleur abattage aujourd'hui concernant le bien-être animal. Je vais m'expliquer. Lorsqu'on a une volaille et que vous lui faites donc la shrita, elle met 2 à 3 secondes à perdre conscience et à mourir. C'est extrêmement rapide. L'animal est présenté par un aide au shochet dans ses mains, donc bête par bête, une par une. La shrita se fait et ensuite, lorsque l'animal est mort, il est seulement accroché à cette chaîne, puisque dans les volailles, tous les animaux sont accrochés, les pieds, la tête en bas par les pieds. Dans l'abattage conventionnel, on accroche déjà l'animal vivant et conscient. Donc, il a accroché la tête en bas, donc il bat des ailes, il est stressé, vous imaginez, c'est la panique, et il part sur la chaîne. Et là-bas, la chaîne descend dans un bain électrifié, l'animal est électrocuté et il est supposé sortir de ce bain conscient. Et là, la tête passe sur une lame, bon, âme sensible, ce n'est vous, bon, sur une lame qui lui coupe la tête, si on peut dire, mais de façon tout à fait aléatoire. Mais on a constaté que plus de la moitié des volailles n'étaient pas du tout étourdies, tout simplement parce que beaucoup sont trop petites, donc n'ont pas la tête qui va rentrer dans ce bain électrifié, d'autres relèvent la tête, parfois le bain électrifié, l'électricité n'est pas répartie comme il faut, etc. Donc il y a beaucoup de souffrance en abattage conventionnel et évidemment tout ceci n'est pas mis en avant par nos détracteurs. Je voudrais terminer par une troisième méthode. Alors, ça ne nous concerne pas, nous, mais ça existe. C'est concernant les porcs. Alors, vous savez comment les porcs sont étourdis, entre guillemets. Ils sont mis dans des compartiments à gaz. Je ne vais pas utiliser le terme chambre, évidemment. Donc, des compartiments à gaz. On envoie du CO2, du gaz carbonique. Et là, pendant une vingtaine de secondes, les porcs qui comprennent très bien ce qui leur arrive hurlent et sont asphyxiés. Et ensuite, on ouvre le compartiment et on va laisser. On va une méthode. Alors là, l'avis de tout le monde, c'est une très mauvaise méthode, mais on n'a pas trouvé autre chose pour l'instant. Si c'est l'électricité, c'est-à-dire qu'on va électrocuter les porcs, c'est une autre méthode, et les moutons aussi, on fait ça avec les moutons. Mais là aussi, apparemment, les animaux sont tétanisés, mais rien ne prouve qu'ils ne souffrent pas au moment de la saignée. Donc voilà, on a en conventionnel beaucoup de problèmes. En rituel, il existe un autre problème qu'il faut essayer de réduire. On y travaille. Mais nous sommes relativement performants par rapport à un abattage conventionnel. Alors, il y a aussi la problématique des données scientifiques. Je vous ai parlé tout à l'heure de données scientifiques. Il y a énormément d'études qui ont été faites sur le temps de la mort, la souffrance à l'abattoir. Beaucoup, beaucoup d'études. Un certain nombre d'études nous sont défavorables, surtout des études européennes, et un certain nombre d'études nous sont également favorables, surtout aux États-Unis. Alors, pourquoi les études européennes sont défavorables? Parce que tout simplement, dans ces protocoles d'études, extrêmement rarement, ou quasiment jamais, on a inclus des shochatim de métier. On fait un abattage dit rituel avec un couteau, même si on prend le même couteau que nous, et on va mesurer le temps de perte de conscience.
par la pose d'électrodes sur la tête de l'animal, qui ont dit, voilà, il y a tant de temps de perte de conscience, c'est pas bon, vous n'êtes pas bon. Aux États-Unis, il y a une scientifique de renommée mondiale qui s'appelle Madame Temple Grandin, qui est à l'université de Colorado aux États-Unis, qui a beaucoup travaillé sur le sujet, mais elle a mené des études en collaboration aux États-Unis avec les shochatim, donc in situ, si on peut dire, dans les abattoirs. Et les résultats sont bien meilleurs. Et elle-même, elle écrit que l'abattage rituel juif, la shrita, est une méthode tout à fait acceptable en matière de bien-être animal. Encore une fois, si on veut manger des animaux, il faut bien les tuer. Donc, évidemment qu'il y a toujours une douleur, une souffrance. Il n'y a pas de douleur zéro, de souffrance zéro. Après, c'est un choix. Si on veut devenir végétarien, je respecte cela, je le respecte. C'est une vision, une idéologie possible. Pourquoi pas, je le respecte. Par contre, pour quelqu'un qui souhaiterait manger de la viande, là, je ne comprends pas pourquoi il interdirait aux Juifs de manger de la viande cachère alors que lui continuerait à manger son steak abattu de façon conventionnelle. Alors, comme vous l'avez vu, effectivement, il y a une difficulté quand même à faire passer ce message. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, face aux gouvernants et face aux partis politiques et aux pressions, les choses sont difficiles. Alors, après avoir parlé un peu de cette partie technique, je vais rentrer plus. On a fait la partie religieuse, la partie technique. On va parler un petit peu de la partie politique, puisqu'il y a évidemment beaucoup de politique, que ce soit à l'échelon européen, de l'Union européenne. Nous avons eu à faire face au Parlement européen à de nombreuses résolutions anti-abattage rituel. Alors, ce n'est jamais anti-shrita, parce qu'on met tout le monde dans le même sac, c'est anti-rituel, musulmans et juifs. Donc, la question se pose d'ailleurs s'il faut aller ensemble, travailler ensemble ou pas. Parfois, oui, c'est utile. Parfois, il vaut mieux aller séparer. Ça dépend du contexte et des gens, des interlocuteurs qu'on a en face. Donc, on essaye quand même de travailler de concert. Alors, bien que ce soit deux choses très, très différentes au niveau de la technique. Et ça, il faut le souligner. Alors, au niveau politique, c'est quoi la situation aujourd'hui en Europe au niveau de l'abattage rituel? Eh bien, vous savez qu'en Europe, un certain nombre de pays ont interdit l'abattage rituel. Le premier pays historiquement à avoir interdit l'abattage rituel, eh bien, c'est la Suisse. La Suisse, en 1894, donc ça ne date pas d'hier, 1894, je doute qu'à l'époque, on soit vraiment préoccupé par le bien-être animal, mais c'est le prétexte qui a été donné. Donc, on a interdit l'abattage rituel aux Juifs, alors qu'on pouvait continuer à égorger les cochons dans les fermes, ça ne posait aucun problème. Pourquoi on a interdit à ce moment-là? Alors, on nous ramène un petit peu un cours d'histoire, puisque vous savez qu'en 1870, l'Alsace et la Moselle, je vous ramène la Moselle, sont devenues allemandes à la suite de la défaite de l'empereur Napoléon III. Nous sommes devenus allemands. Et parmi les Juifs alsaciens, lorrains aussi, mosellans aussi, un certain nombre n'ont pas voulu devenir allemands. Alors, pas parce que les Allemands étaient antisémites ou plus antisémites que les Français, pas du tout. Je rappelle que l'affaire Dreyfus, ça s'est passé en 1894 en France et pas en Allemagne, mais parce que tout simplement, il y avait un grand patriotisme parmi les Juifs alsaciens et mosellans, et beaucoup de Juifs alsaciens et mosellans n'ont pas voulu devenir allemands. Donc, certains sont allés en France, et puis certains, pour les Juifs du sud de l'Alsace, eh bien, ils sont allés en Suisse. Alors, les Suisses en ont fait rentrer un petit peu, mais après, c'était un petit peu, voilà, ça fait un peu trop de Juifs, ça ne fait pas bien dans le tableau, donc on va les embêter, on va les taxer, boum, on va interdire l'abattage rituel. Savoir que l'abattage rituel en Suisse est interdit depuis 1894 et n'a jamais été rétabli, sauf pour les volailles. On peut avoir une shrita de volailles en Suisse, comme je vous l'ai expliqué, vraiment les volailles, qui peut nous faire le moindre reproche? On n'a pas de meilleure méthode que cela. Au niveau européen, en 1933, bien l'Allemagne, première mesure prise par les nazis, c'est l'interdiction de l'abattage rituel juif. 1933, il y a des pages magnifiques du Sri Deesh, du Rav, donc, qui à l'époque était un des grands poskim, des grands rabbinim de l'époque, qui a lui-même vécu une tragédie familiale, il a survécu à la Shoah, mais donc il raconte un peu cette période, que faut-il faire, accepter, un étourdissement après, etc. De toute façon, les choses se sont mal terminées. Et à la suite de l'Allemagne, en 1934, la Suède a également, au nom du bien-être animal, interdit l'abattage rituel. Et ce qui est intéressant, c'est que la Suède, alors, certains disent pour faire plaisir à l'Allemagne, puisque la Suède, ça y est, a une attitude très ambiguë pendant la guerre. Elle a accueilli les Juifs danois, c'est tout à fait vrai. Elle a sauvé les Juifs danois qui ont passé simplement la mer, mais
elle a quand même laissé passer les troupes allemandes pour aller envahir la Norvège. Donc, une ambiguïté. Donc, la Suède a interdit l'abattage rituel. Évidemment, après la chute des nazis, l'Allemagne, quand de nouveau les communautés juives sont reconstituées, ce qui a pris quand même pas mal de temps, eh bien, l'Allemagne a autorisé à nouveau la shrita. On peut faire de la shrita aujourd'hui en Allemagne, tout à fait librement, mais la Suède, elle, n'a jamais rétabli l'abattage rituel. Et même dans les milieux européens, au niveau de l'Union européenne, la Suède est en pointe pour essayer d'interdire l'abattage rituel. Donc, c'est un combat contre ces Scandinaves qui est parfois difficile. Et puis, plus près de nous, et c'est beaucoup plus préoccupant, la Belgique. La Belgique a interdit l'abattage rituel, et ça, c'est une grande défaite. Le Danemark aussi a interdit l'abattage rituel, mais il n'y en avait pas. Donc, il n'y avait pas sur le terrain. Mais la Belgique, c'est une grande défaite pour nos communautés, alors que le consistoire de Belgique, mon ami grand rabbin Guigui a vraiment bataillé extrêmement dur, mais ils ont interdit l'abattage rituel. Ce n'est pas au niveau national, ce n'est pas le gouvernement belge, donc ça ne sert à rien, si vous voulez, que d'autres pays, parce que nous protestons, nous avons protesté contre le Danemark, contre la Suède, mais ça ne sert à rien puisque ce sont les parlements régionaux. La Belgique est un État fédéral, celui de Wallonie, celui de Flandre, donc les deux grandes régions qui ont interdit la shrita, et puis Bruxelles-Capitale, le troisième État, si vous voulez, qui lui est tout petit au milieu, n'a pas interdit la shrita, mais il n'y a pas d'abattoir dans Bruxelles-Capitale, au milieu de la grande place de Bruxelles. Donc, concrètement, on ne peut plus abattre en Belgique, on peut importer de la viande cachère, ce qui est très hypocrite, ce qui voudrait dire que des vaches françaises peuvent souffrir, mais pas des vaches belges, d'après leur idéologie. Donc, la Belgique a interdit l'abattage rituel. Nous avions eu quelques problèmes en Pologne. Et alors là, la Pologne, c'est très curieux, c'est très intéressant parce que la Pologne aujourd'hui est gouvernée par un gouvernement ultra-nationaliste, ultra-catholique, qui, bien sûr, aurait bien voulu aussi interdire l'abattage rituel. Ils ont tenté de le faire. Ils ont tenté de le faire immédiatement. Les pays voisins, comme la République tchèque ou la Lituanie, ont dit mais il n'y a pas de problème, ou l'Ukraine d'ailleurs, venez faire de la shrita chez nous. Savoir qu'en Pologne, il y a malheureusement plus beaucoup de juifs, entre 15 et 20 000 juifs, petite communauté d'ailleurs qui se bat pour renaître à Varsovie. C'est tout à fait émouvant d'aller, si vous allez un jour en Pologne, d'aller rencontrer le grand rabbin de Varsovie, grand rabbin Chudrich, et de voir cette communauté juive qui renaît avec, pour se poser la question de l'opportunité de revivre à Varsovie. C'est une autre question. Enfin, en tout cas, ils sont là. En Pologne, il y a une immense shrita dont une partie de la viande vient en France, est importée en France, mais une grande partie va en Israël. Et c'est un marché immense pour les Polonais. Donc, ils ont voté au Parlement et puis ils ont fait marche arrière. Par une pirouette, la Cour constitutionnelle polonaise a arrêté le vote, enfin invalidé le vote, et puis tout est reparti comme si de rien n'était avant. J'allais dire même que même pendant la période d'interdiction, il y avait quand même de la shrita dans les abattoirs polonais. On peut toujours s'arranger. J'étais protesté auprès de l'ambassadeur de Pologne à Paris, au nom du grand rabbin de France, donc il m'a reçu très amicalement. Le café, les petits gâteaux n'étaient pas cachés, donc je ne pouvais pas les manger. Mais en tout cas, il me dit, avec son accent polonais, messieurs les rabbins, entre les juifs et les polonais, on s'est toujours arrangé. La shrita continue même sous l'interdiction de shrita. Bon, voilà. Aujourd'hui, c'est officiel, on peut abattre en Pologne. Donc, il y a évidemment un facteur économique qui joue, qui est très, très important. C'est pourquoi, parfois, comme je disais, il faut savoir travailler ensemble avec le monde musulman, mais parfois pas. J'ai un autre exemple. La difficulté, c'est surtout lorsque les musulmans vont vivre à la fin du Ramadan, l'Aïd el-Kébir, l'Aïd el-Fikr. Alors, je ne suis pas spécialiste de toutes les fêtes musulmanes, mais en tout cas, un grand nombre de moutons sont abattus. Alors, ça, pratique de chacun, ce n'est pas du tout une critique. Mais la problématique, c'est que quand les moutons sont abattus à l'abattoir, aucun problème. Mais s'ils le sont dans des champs, alors, illégalement, il y en a aussi, mais je parle légalement. Légalement, l'État, en France en tout cas, permet de façon provisoire ce qu'on appelle les abattoirs provisoires entre guillemets, c'est dans un champ, c'est un peu contrôlé, et là on abat un grand nombre de moutons, c'est très impressionnant. Évidemment, les caméras arrivent, les précautions ne sont pas les mêmes qu'à l'abattoir en matière de bien-être animal et d'hygiène d'ailleurs aussi, donc ça peut poser problème, et donc ça donne une mauvaise image de l'abattage rituel en général, et comme je dis, on peut parfois être un dégât collatéral de cela. Donc, vous voyez une situation. Alors, la France, bien sûr, je
parler de la France quand même, très très important. Aujourd'hui, la situation en France n'est pas mauvaise. Nous avons eu plusieurs alertes au Parlement, à l'Assemblée nationale, au Sénat. J'ai dû ferrailler face à des députés ou surtout une sénatrice peut-être, gouache avant, je ne sais pas si certains ont vu cela il y a quelques années, mais on peut voir ça encore sur Internet, donc un débat assez vif. Et finalement, nous avons toujours réussi à déjouer les tentatives d'interdiction au niveau législatif de la shrita. Il faut savoir que le gouvernement, aujourd'hui, comme l'était d'ailleurs le président de la République, comme l'étaient d'ailleurs ses prédécesseurs, que ce soit Sarkozy ou Hollande, le président Macron et le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume aujourd'hui, sont absolument en faveur d'un soutien aux rituels juifs et musulmans au nom de la liberté religieuse. Donc, il n'y a pas ici une empreinte idéologique. Donc, aujourd'hui, la situation est bonne, si on peut dire, au niveau de la shrita en France, malgré le fait que parfois, nous sommes gênés par, je parlais de cet abattoir au centre de la France, le fait qu'on ait des caméras cachées, braquées sur ces abattoirs-là et qui montrent un certain nombre de faits répréhensibles, mais pas forcément des rituels, mais nous payons toujours le fait qu'effectivement, un tel abattoir a été fermé et quand il roule, il ne voudrait plus faire du rituel, il a peur parce qu'il y a cette idée toujours que le rituel, c'est rituel, ça fait peur. On appelle les shochatim sont traduits par le terme de sacrificateur. Alors, j'essaie de me battre contre ce terme de sacrificateur. On ne fait pas de sacrifice, on ne va pas au temple de Jérusalem offrir des animaux. On applique une méthode conforme à notre halakha, à la loi juive, pour pouvoir consommer simplement de la viande. Donc, si vous voulez, il y a quand même des difficultés, ça et là, et il faut être extrêmement vigilant. Mais pour l'instant, on peut dire que la situation en France est relativement stable. Je dis relativement stable, il faut être toujours vigilant. Nous ne sommes pas à l'abri de d'un mouvement européen au niveau du Parlement européen. On a déjà eu. Alors, le Parlement actuel, encore une fois, aujourd'hui, avec le Covid, ce n'est pas un sujet à l'ordre du jour. Il y a d'autres choses à faire. De toute façon, le Parlement, il ne se réunit même pas. Mais le jour où et nous espérons, Karov, que toute cette histoire, ça derrière nous, eh bien, croyez-moi, les choses reviendront au Parlement européen. De toute façon, le Parlement européen, il y a deux fils rouges. Il y a deux éléments qui reviennent constamment. Il y a une espèce d'obsession au Parlement européen. Deux fils rouges. Le premier, c'est le bien-être animal. Et le deuxième, c'est la condamnation d'Israël, sa politique d'occupation dans les territoires, etc. C'est constant. Et c'est très amusant parce que souvent, quand j'allais au Parlement européen, que ce soit à Bruxelles ou à Strasbourg, parfois on croisait des Israéliens de tel ou tel lobby pour essayer de changer un peu, de travailler contre ce parti pris souvent au niveau du Parlement européen. Donc voilà, si vous voulez, un petit peu l'état de la situation telle qu'on la trouve donc en Europe. Alors, je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, monsieur, cher Michael. Est-ce qu'on poursuit? Est-ce qu'on laisse la place aux questions? Quel est votre timing? Je pense qu'on peut demander aux participants s'ils ont des questions. Alors, juste avant les questions, je voulais juste terminer sur un point tout à fait intéressant, une note amusante. J'ai été invité lorsque le Parlement européen, l'Europe est compliquée, il y a le Parlement européen, le Conseil des ministres, la Commission européenne, enfin, lorsque l'Europe, dans toute cette institution, a émis une législation pour encadrer l'abattage des animaux, et ça a été extrêmement difficile, mais nous avons obtenu que finalement nous puissions continuer la shrita sans problème. Mais avant, nous avons été invités à ce qu'on appelle dialrel, un dialogue entre les religions. Alors, il y avait des religions, musulmans et nous, il y avait des scientifiques, il y avait des politiques et il y avait des associations de défense des animaux. Ce n'était pas toujours facile le débat. Bon. Et la dernière rencontre a eu lieu à Istanbul. Alors, vous me demandez pourquoi Istanbul? Istanbul, ce n'est pas en Europe, mais c'était à l'époque où on pensait encore, il n'y avait pas encore Erdogan, on pensait, où il était déjà là, mais on pensait qu'on pourrait encore le faire entrer en Europe. Depuis, ce projet est enterré. Mais on nous a invités à Istanbul et le dernier soir, on nous a fait faire un petit voyage sur le Bosphore dans un bateau très sympa. Moi, j'ai un repas. Moi, j'ai eu mon petit box amené par le Chabad d'Istanbul que je salue. C'est toujours agréable n'importe où partout dans le monde d'avoir un repas kasher. Et à un moment donné, on nous dit maintenant, on va vous présenter du folklore turc.
Ah, folklore turc, c'est quoi le folklore turc? Alors, la musique commence, musique orientale, et puis je vois au bout de la salle arriver des danseuses du ventre. Évidemment, elles n'étaient pas habillées comme on pourrait être habillé voilà, selon les règles de la Tziout. Donc, je décide avec mon ami anglais, donc on entend donc la shrita anglaise, de monter sur le pont. Et voilà. Et donc, on est monté sur le pont pour déguster une bière, et puis on monte sur le pont. Et parmi les imams présents, il y en avait beaucoup. Il y avait les modernes, entre guillemets, qui sont restés, et les Haredi, entre guillemets, qui, eux, sont montés. Alors, on se retrouve sur le pont avec des barbus, des grandes barbes, des djellabas, et puis nous, avec notre kippa, notre barbe. Et puis, on engage la conversation, évidemment. Et un des protagonistes dit, mais écoutez, on parle en anglais, bien sûr, écoutez, mais c'est terrible. Ils disent que c'est un dialogue entre les religions, avec les religions et les pouvoirs et la politique, etc. Et regardez, c'est une offense à l'islam dans un pays musulman, des femmes comme ça, etc. Vous imaginez? Et des femmes comme ça, elles mériteraient la lapidation. et il me dit, et chez vous, qu'est-ce qu'on fait? Vous les lapidez? Alors, je lui dis, écoutez, vous savez, chez nous, je crois que tout simplement, on va les rhabiller. Je vous remercie. Voilà, et maintenant, on peut ouvrir les questions et le débat. Bien, alors, comme j'ai fermé les micros de tous, donc les personnes qui sont intéressées à prendre la parole, soit vous activez votre vidéo, soit vous savez, vous pouvez également faire un petit signe de la main, lever la main. Et donc, de cette façon, vous pourrez prendre la parole. Mais en attendant, j'aimerais d'abord remercier donc, le Grand Rabbin Fison pour son intervention très, très intéressante. Et puis, si vous le voulez bien, attendez, je vais ouvrir ma vidéo le premier. Je vois que je suis en fait sur… Voilà. Et en fait, voilà, j'aurais en fait une question concernant tout un débat qu'il y avait eu dans la halakha autour du himum behema, c'est-à-dire la possibilité de, comment dire, d'introduire l'animal donc dans un état second, peut-être un petit peu l'endormir, soit avec une makat hashmal, soit… Enfin, j'avais vu qu'il y avait des débats auxquels le SRIDH répondait. Alors, c'est le SRIDH, effectivement, le SRIDH. Mais alors, le SRIDH, bon, il était en situation de grande pression. On est au début du nazisme. Donc, le SRIDH, effectivement, parle de himoum avec l'électricité, mais il en parle après la saignée, après la shrita. D'ailleurs, il est revenu. Il a dit quelques années plus tard, j'ai fait ça sous la pression, etc. Mais il y a un débat, c'est exact, au niveau halachique, sur un himoum qui pourrait se faire après la shrita. J'insiste bien, après la shrita, pas avant. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit, parce qu'avant la shrita, la problématique, c'est que si je prends le pistolet à tige perforante, si je l'applique à l'animal, c'est une tréfa, et deux, ce n'est pas la shrita qui va le faire mourir, mais c'est le pistolet à tige perforante. Donc, dans tous les cas de figure, c'est un problème. Même l'électricité, et c'est là que le SRIDH le démontre, même l'électricité, on pourrait imaginer que de l'extérieur, bon, on envoie une décharge électrique très puissante. Il faut assommer un grand bœuf comme ça, ou un veau, on ne fait pas pour les bœufs, mais un veau ou un mouton. On peut imaginer que l'animal, voilà, il est bien, regardez, il n'y a pas de plaie. Oui, sauf qu'à l'intérieur, on va remarquer que des vaisseaux ont éclaté, qu'il y a des plaies. Donc, de nouveau, se pose le problème de la tréfa. Et donc, la tréfa, c'est bagache. Donc, tout ce qui pourrait être avant, eh bien, n'est pas acceptable dans tous les cas de figure. Que dire du himoum, d'une méthode d'étourdissement après? Une méthode d'étourdissement après, si elle est appliquée immédiatement après la shrita, à nouveau, ça pose un problème halachique qui fait que l'animal n'est pas consommable parce que l'étourdissement, entre guillemets, je vous ai expliqué ce que c'est l'étourdissement, il n'y aurait pas seulement que la shrita qui provoquerait la mort de l'animal, mais la shrita plus autre chose. Et ça, ce n'est pas acceptable. Après, si on attend un certain nombre de secondes, alors vous allez me dire, mais ça ne sert plus à rien, l'animal, il a la shrita. Mais du point de vue des gens dans le bien-être animal, si un animal ne perd pas conscience, on va dire dans les 20 secondes qui suivent la shrita, 20 secondes, ça va assez vite, enfin 30 secondes, 40 secondes, 50 secondes, voilà, on va considérer qu'il souffre. Dans ces cas-là, et je pense surtout à la pourcentage, tout à l'heure, je vous parlais entre guillemets, de ratés de la shrita, donc des pourcentages qui font que l'animal perd connaissance tardivement, est-ce qu'on pourrait appliquer une méthode
Alors, non traumatisante, c'est-à-dire pas le pistolet à tige perforante, encore une fois, il y aurait un problème, mais non traumatisante, assommée par un autre appareil qui s'appelle le matassom, enfin d'autres appareils qui donnerait un coup à l'animal, qui lui fait perdre conscience ou accélérer la perte de conscience. Est-ce que c'est possible? Aujourd'hui, il y a débat dans le rabbinat, pas en France. En France, nous ne l'avons pas accepté, mais il y a des communautés qui l'ont accepté, certes sous la pression. Par exemple, en Autriche. En Autriche, on leur a dit, ben, c'est où vous appliquez à 45 secondes un étourdissement, un assommage, on appelait ça assommage, l'étourdissement, c'est perforant, complémentaire, ou plus de shrita. Bon, ils ont posé des chélotes, c'est vrai, ils ont accepté. Je ne pense pas que leur viande n'est pas cachère. Il y a aussi un problème de cache-route, il y a aussi un problème de hanaga, ça veut dire de comportement, de politique. Si on lâche ça, on va être amené à lâcher d'autres choses et on va être entraîné. Donc, évidemment, c'est des questions, des chélotes qui sont importantes, qui nécessitent de poser la question à des rabbinim qui ont, comment dirais-je, un poids halachique important, je veux dire, qui compte dans le Ham Israël. On ne peut pas s'amuser à faire ces choses toutes seules. Et sachez que si on accède dans un abattoir, ça fait jurisprudence pour d'autres abattoirs. Donc aujourd'hui, que ça soit en Autriche, aux Pays-Bas également, je crois qu'ils l'ont accepté, mais ils l'ont fait sous la pression. Nous ne sommes pas sous pression aujourd'hui. Donc en France, je parle en France. La France est quand même une des shritotes les plus importantes en nombre en Europe, puisque non seulement il y a la shrita pour les Juifs de France, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, l'exportation vers Israël de viande cachère abattue en France est équivalente à la viande consommée par les Juifs de France. Donc, c'est très, très important. Le marché de la shrita en France est très important et les abatteurs, donc les marchands de bestiaux, les coopératives, les abattoirs, etc., sont très intéressés à faire venir les shochatim israéliens en France. Donc, il y a un accord, évidemment, entre les rabbinats israéliens divers. Il y a le grand rabbinat, il y a d'autres rabbinats. Enfin, ça marche par ville en Israël. C'est des rabbinats par ville ou des rabbinats haredim également, israéliens, qui viennent abattre en France. Il y a un accord avec le consoir central, puisque en France, la loi est très bien faite. On ne peut pas abattre rituellement en France, selon le rite juif, la cache-route, la shrita, si on n'a pas deux choses. Un, l'autorisation du Grand Haman de France, une carte signée par le Grand Haman de France, et deux, ce qu'on appelle un certificat de compétence. Alors ça, c'est l'Europe qui a mis ça en place. Normalement, c'est dans toute l'Europe, mais enfin, je ne sais pas si ça marche bien en Bulgarie ou en Roumanie, mais en tout cas, en France, ça marche bien. C'est-à-dire que les shochatim font 3 jours de cours sur le bien-être animal, différentes méthodes, et passent un examen. Tous nos shochatim ont réussi l'examen. Bon, quand on connaît des pans entiers du Shulchan Aruch, ce n'est pas grand-chose. Je peux vous garantir que c'est pas. Il faut juste maîtriser le français, mais on peut le faire en anglais pour les shochatim israéliens donc, alors, ils ont tous sa compétence et ils ont tous la carte du Grand Haman de France. Donc, c'est un accord. L'accord, il stipule que, bien sûr, que ça a des gens sérieux, d'un rabbinat sérieux qui peuvent venir abattre, et aussi que la viande abattue en France par les shochatim israéliens soit totalement exportée vers Israël, ce qui est bien normal pour ne pas faire concurrence aux consistoires, aux rabbinats locaux. Mais l'intérêt d'Israélien n'est pas de vendre en France, c'est de ramener tout en Israël. Donc, il y a vraiment aujourd'hui une importance économique de la shrita en France qui fait qu'on est moins sous pression. Le jeu économique compte. Voilà. Très bien, merci. Si vous avez des questions, messieurs, dames, n'hésitez pas. C'est le moment de les poser. Alors, uniquement faites-vous voir, faites-vous identifier. Voilà. Rouven Haroche, je donne la parole à Rouven. Allez-y, allez-y. Voilà, une seconde. Voilà, Rouven. Ouais. Bonsoir. J'ai une petite question. Est-ce que dans les débats que vous avez justement avec les autres associations, est-ce que ça revient un petit peu à redire tout le temps les mêmes choses ou il y a des petits changements, enfin, à part les petits changements comme vous avez dit avec la méthode d'étourdissement qu'on pourrait essayer peut-être de négocier mais que c'est discutable et tout. Mais à part ça, c'est simplement radoter, on va dire, un petit peu avec les associations qui insistent et réinsistent chaque année? Alors, évidemment, les positions, elles sont assez figées. C'est effectivement une guerre de tranchées, je suis d'accord avec vous. Les associations de défense des animaux, ça ne les intéresse pas de dire on va faire un étourdissement après ou pas. Voilà. Ça les intéresse simplement d'interdire la shrita.
c'est un premier pas pour eux pour interdire toute la filière bovine par la suite. C'est ce que nous expliquons d'ailleurs aux professionnels qui souvent le comprennent. Mais là, effectivement, où il faut toujours amener des nouveautés, c'est sur le plan scientifique. Et là, il est important de toujours avoir quelques articles scientifiques. On n'en a pas toujours, mais il y en a quand même pas mal qui sortent. Il y a une bataille d'experts scientifiques, ça il faut le savoir. C'est-à-dire qu'à côté des associations de défense des animaux, en France, a été mis en place ce qu'on appelle le Comité national d'éthique des abattoirs. C'est un comité qui a été mis en place justement après un scandale dans les abattoirs qui ne concernait pas la shrita, mais bon, évidemment, la shrita vient toujours sur la sellette. Ce comité est un lieu où il y a des actions de défense des animaux, mais il y a des professionnels, des scientifiques et bien sûr le représentant du gouvernement. Il est présidé par un vétérinaire qui est en même temps président de l'Académie vétérinaire de France, donc par un grand scientifique qui connaît bien le sujet. Et là, il faut arriver avec des arguments scientifiques étayés. Et la bataille n'est pas toujours facile. Donc, c'est ça qui nous oblige effectivement à nous remettre en question, à renouveler toujours les choses pour pouvoir montrer qu'effectivement, notre méthode n'est pas si terrible que cela et elle est peut-être parfois plus efficace que les méthodes conventionnelles. Alors, pourquoi je siège là-bas? C'est tout simplement parce que je suis vétérinaire de formation et j'ai fait également l'Institut Pasteur et ça me permet donc effectivement d'avoir un petit peu une vue d'ensemble entre le monde de l'halakha et le monde scientifique. Mais il faut savoir que les décisions halakhiques, évidemment, ne m'appartiennent pas. Elles appartiennent d'abord au Grand Rabbin de France, au Grand Rabbin de Paris, aux différents grands rabbins des différents bédines, aux dayanim. Et au-dessus, lorsqu'il s'agit d'une décision qui engage la totalité de la communauté juive, parce que si vous acceptez telle ou telle méthode, il faut savoir que ça y est, c'est fini, on ne peut plus revenir en arrière, il y aura une jurisprudence. Donc, il faut être extrêmement prudent et bien sûr, toujours avoir un argumentaire scientifique sérieux. Merci. Dina, je te donne la parole, oui. Dina. Oui, bonsoir, Kvod Harav. C'était très intéressant, mais j'ai été un petit peu étonnée que vous ne parliez pas du tout de la souffrance animale avant même la shrita, c'est-à-dire dans les transports, etc. Parce que selon votre discours, je suis désolée, mais j'ai l'impression que vous êtes tout à fait pour la shrita, bon moi aussi, mais j'ai l'impression que c'est devenu un idéal selon votre discours, alors que le tsar balei chaim dans la Torah, c'est quelque chose de très très grave. Et selon votre discours et ce que vous avez dit en dernier, je suis encore sous le choc de dire que l'économie prend le dessus sur la morale que l'on doit avoir et sur la moralité qu'on doit avoir même vis-à-vis des animaux et de leur bien-être, je suis très choquée. Alors, je vais vous répondre peut-être, me suis-je mal exprimé. Quand j'ai parlé d'économie, évidemment, ma vision n'est pas l'économie avant tout. Et surtout après cette pandémie que nous avons vécue, on comprend très bien qu'il va falloir changer nos habitudes et notre vécu et ne pas mettre tout dans l'économie. Ce que je tentais de vous expliquer tout simplement, c'est que les positions des gouvernements, les positions politiques sont liées aussi à l'économie. Voilà, ça c'est au niveau politique. Quand on fait de la politique, évidemment, il faut comprendre que cette donnée économique est importante. Et si on n'interdit pas la shrita, c'est peut-être parce qu'effectivement, il y a des arguments scientifiques, peut-être aussi parce qu'on tient compte des droits des minorités comme la communauté juive ou les musulmans, mais aussi parce qu'il y a un facteur économique. Donc, c'est du pragmatisme, ce n'est pas une prise de position. Que les choses soient claires, c'est du pragmatisme, ce n'est pas une prise de position. Quant à l'aspect que vous évoquez, effectivement, j'en ai pas parlé, mais je peux en parler, c'est la nécessité du bien-être animal dans toute la chaîne, donc depuis la naissance de l'animal jusqu'à l'abattoir. Effectivement, nous devrions, et là je parle au conditionnel parce que c'est pas, dans les faits, ce n'est pas encore la réalité, mais nous devrions militer pour un élevage qui soit éthique, me semble-t-il.
Maintenant, ce n'est pas encore aujourd'hui le cas, mais encore une fois, peut-être que les choses vont être remises en question aujourd'hui avec ce que nous avons vécu de terrible. Donc, il y a effectivement un élevage éthique. Et le Tsar Balei Chaim, vous avez raison, c'est une loi fondamentale dans la Torah et il faut donc la respecter et il faut essayer de tendre vers ces élevages éthiques. Alors, malheureusement, aujourd'hui, jusqu'à présent, on peut dire qu'on n'en a pas forcément toujours tenu compte, je dois l'avouer, je dois le dire, mais c'est un élément, un chemin, je pense qu'il nous faudra prendre. Ce que je disais tout à l'heure est très vrai, c'est-à-dire que moi, encore une fois, je respecte parfaitement les gens qui disent « je ne veux pas manger d'animaux parce que c'est une créature divine et je ne veux pas faire souffrir un animal ». Simplement, si on veut préserver les animaux d'élevage et on ne veut pas les consommer, alors personne ne doit les consommer. Là où je ne suis plus d'accord, c'est lorsqu'il y a une discrimination en disant les juifs et les musulmans, ou les musulmans et les juifs, ça dépend qui on aime le moins, eh bien, eux, ils n'ont pas le droit de manger de la viande parce que leur méthode d'abattage, elle est cruelle et barbare. Mais nous, on peut continuer. Ce que je voulais vous démontrer, tout simplement, que ce n'est pas la réalité. Voilà. Donc, soit on va jusqu'au bout et on dit je ne mange aucune viande et je milite pour l'interdiction de consommation de la viande. Mais si on s'attaque uniquement au rituel, et c'est effectivement l'objet de ma mission, là, je ne suis plus d'accord. Je considère qu'il y a une discrimination envers la communauté juive. Et ce que je voulais ajouter, c'est que les gens qui attaquent la shrita ne sont pas forcément des gens qui sont toujours attachés au bien-être animal. Il y en a beaucoup qui sont attachés au bien-être animal de façon sincère, c'est vrai. Mais il y en a beaucoup qui ont des arrière-pensées. Et on a vu apparaître un autre combat aujourd'hui terrible, je ne suis pas en première ligne, il y a des spécialistes pour cela, mais contre la circoncision, contre la Brit Mila. Et je vous garantis que le jour où on interdira la shrita, après on va s'attaquer à la Brit Mila, et c'est déjà le cas dans les pays scandinaves. Il faut déjà batailler pour montrer que oui, la circoncision, c'est bon pour les enfants, etc. etc. Donc, la shrita, si on nous l'interdit et qu'on peut encore importer de la viande cachère, on le fera. Et puis, sinon, on deviendra végétarien. Mais si la Mila est interdite dans un pays européen, on n'a plus qu'à partir. On me dira, c'est très bon pour l'ALIA, ok, c'est vrai. Mais en tout cas, on ne pourra plus rester dans ce pays-là. Donc, attention à cela. Mais je reviens effectivement, vous avez parfaitement raison, je vous suis. Il faut avoir un comportement éthique sur le monde animal en gardant toujours un équilibre. D'un côté, le respect des créatures animales qui sont des créatures d'Akadosh Baruch Hu, des créatures de l'Éternel, mais de l'autre côté, un équilibre qui fait que dans notre vision juive des choses, l'être humain sera toujours au-dessus de l'animal, ce qui n'est pas la vision philosophique de ce qu'on appelle les antispécistes, c'est-à-dire des militants qui parfois deviennent très violents, ils s'attaquent aux boucheries, donc aux militants de la cause animale absolue. Tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit sur la fin. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, il y a d'autres questions. Toutes les questions sont possibles. Voilà. On peut même débattre, on peut ne pas être d'accord, il n'y a pas de problème. Bonsoir. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, je vous entends. Ah, voilà, c'est bien. Donc, tout d'abord, merci beaucoup. Vous évoquiez les deux sujets récurrents au Parlement européen qui sont l'abattage rituel et la question d'Israël. Absolument. Est-ce que c'est une paranoïa d'y voir une forme d'antisémitisme ou est-ce qu'il y a réellement une forme, même dans la question précédente, vous avez répondu qu'il y a des arrière-pensées, est-ce qu'il y a vraiment une forme d'antisémitisme ou est-ce que c'est des militants honnêtes de la cause animale ou pour d'autres raisons qui s'opposent à la shrita? Eh bien, écoutez, j'ai un peu répondu, c'est-à-dire il y a les deux. Les associations de défense des animaux, et la plus connue aujourd'hui qui est L214, celle qui fait les films dans les abattoirs, cette association, comme d'autres, je suis persuadé, pour avoir simplement débattu et dialogué avec eux, je suis persuadé que ce sont des militants sincères de la cause animale. Voilà, et bien, évidemment, ils s'attaquent à nous, mais peut-être, mais ils ont voilà, c'est un peu leur fonds de commerce, mais bon, il faut se défendre avec des arguments scientifiques, etc., mais ils sont sincères.
À côté de cela, il existe d'autres associations de défense des animaux et des partis politiques, et ce sont finalement les partis politiques qui, en Belgique, ont interdit la shrita. Donc, eux ont absolument des arrière-pensées politiques. Alors, antisémites, certaines, oui, pourquoi pas. Anti-musulmanes, très certainement. Je donne l'exemple des Pays-Bas. Donc, les Pays-Bas, la shrita a failli être interdite là-bas. Il y a eu un vote au Parlement il y a 2 chambres, dans la chambre basse du Parlement néerlandais, en faveur de l'interdiction de l'abattage rituel. Et puis, il y a eu un deuxième vote à la chambre haute qui a invalidé le premier vote. Et donc, la shrita est toujours permise aux Pays-Bas. Donc ça, c'est très bien. Mais le parti qui a été le plus militant dans l'interdiction de la shrita en Pays-Bas est le parti d'extrême droite, dirigé par le nom du leader m'échappe maintenant, voilà, il m'échappe, mais en tout cas, c'est un parti d'extrême droite qui est peut-être un des rares ou des seuls partis d'extrême droite en Europe, qui est extrêmement pro-israélien. Enfin, il y a peut-être ça ailleurs aussi, mais extrêmement pro-israélien, mais très violemment anti-arabe, anti-musulman, enfin anti-immigration, etc., comme le son classique. Alors, les dirigeants de la communauté juive ont été Wilders, voilà, Geert Wilders, cherchez le nom du Geert Wilders, très pro-israélien, très, très pro-israélien. Il soutient Israël vraiment de façon sincère, honnête, etc. Bon. Alors, les dirigeants de la communauté néerlandaise, à Wolf, Eliezer Wolf connaît ses têtes, un ami, donc ont été voir Geert Wilders en disant écoutez, vous dites que vous êtes notre ami, mais regardez, vous êtes en faveur d'interdiction de la shrita, ça nous impacte. Et il répond oui, je comprends, je compatis, mais qu'est-ce que vous voulez, mon combat est contre les musulmans, je comprends que vous soyez impactés, mais voilà, pour vous, c'est même mieux. Voilà, on est contre les musulmans, etc. Je suis désolé, mais je ne peux rien faire. C'est ma vision, c'est ma politique. Donc, on ne peut pas taxer forcément d'antisémites, d'anti-juifs, si on peut dire, ceux qui militent contre l'abattage rituel, parce qu'il y a aussi une vision anti-musulmane. Et puis, bien sûr, il y a les antisémites qui sont toujours là. Et j'en ai rencontré quelques-uns parmi les parlementaires qui parfois se sont lâchés. Donc, voilà, quand un sénateur ou une sénatrice vous dit face à face, vous lui amenez des preuves scientifiques, des documents scientifiques, vous lui communiquez et qu'elle vous dit mais monsieur, vos scientifiques, ils sont tous juifs là, ils sont tous juifs, donc ça veut dire ils sont partials, etc. Donc le mauvais fond ressort. Donc il y a un peu de tout, il y a un peu un conglomérat de tout. Et effectivement, ce qui rend parfois la tâche un peu ardue, un peu difficile, mais il y a une conjonction de différentes forces, absolument. Merci. D'autres questions? Moi, j'aurais une question, en fait, vous permettez. Est-ce que vous pensez foncièrement que tout le discours sur la souffrance minime ou minimale qui est affligée à l'animal par la shrita est une sorte d'apologie justement au vu de l'attaque sur la shrita, et qu'en fait, dans le monde de la Torah, en fait, on a une obligation sur la shrita, une zvicha, et qu'au fond, la question de la souffrance n'est pas essentielle. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais la question est intéressante, ça me permet d'y répondre justement. Alors, oui, non, il y a une question de Tsar Balei Chaim au niveau de la shrita, ça a été rapporté par plusieurs maîtres. Il y a une question véritablement de Tsar Balei Chaim, tout en étant conscient que lorsque vous faites la shrita à un animal, il n'y a pas de douleur ou de souffrance zéro, ce n'est pas possible. Il y a toujours une souffrance ou une douleur, une forme de, entre guillemets, de cruauté, mais nous essayons effectivement, de démontrer que cette souffrance n'est pas supérieure à celle infligée aux animaux par l'abattage conventionnel. D'ailleurs, parfois, démontrer pour les volailles, la méthode est même plus appréciable. Et deux, il y a aussi le droit, nous, de minorités juives, de manger de la viande. Si c'est le droit de tous les citoyens de manger de la viande, si la loi interdit de manger de la viande en France, en Europe, ok, Dina Malchut Adina, si je puis dire, on se passera de viande, pas dramatique, pas de circoncision, mais de viande, oui. Mais ce n'est pas le cas. Donc là, il y a un droit fondamental des minorités. Et parfois, donc, le droit fondamental d'une minorité religieuse se heurte
aux droits des animaux. Alors, le droit des animaux est en train de monter en puissance. Mais voilà, c'est ce qui s'est passé notamment en Nouvelle-Zélande, qui est un tout petit pays, mais où il y a une petite communauté juive et une shrita locale, où le Parlement a interdit donc la shrita et il n'y a pas beaucoup de musulmans, mais il y a de l'abattage de moutons pour l'exportation aussi. Et finalement, le droit des minorités a primé sur le droit des animaux. Donc, il y a aussi une question philosophique. Voilà. Le droit des animaux face au droit des minorités religieuses. Une grande question qui se pose. Moi, je suis rabbin, je suis vétérinaire, donc si je n'avais pas eu de la compassion pour les animaux, je n'aurais pas fait ce métier-là, mais après, je suis devenu rabbin, c'est ma mission de défendre ce droit fondamental que notre communauté a de manger cachère. Mais vous savez, en Israël, rien n'empêche qu'il y ait ce même genre de combat. Alors, tout le monde est juif en Israël, la grande majorité juive, mais on peut avoir aussi des associations qui commencent à remettre en question la shrita. C'est une chose qui est possible. Alors, ce n'est pas encore d'actualité, mais voilà, rien ne l'interdit. C'est un mouvement qui est mondial, hein, ce mouvement de défense des animaux. Alors, ça a un aspect positif, ça montre quand même qu'il y a un respect à avoir pour ceux qui nous environnent, l'environnement, les animaux, etc. Mais il faut savoir trouver un juste équilibre entre la dignité, la valeur humaine et la dignité, j'allais dire, la valeur d'un animal. Merci. D'autres questions? J'aimerais uniquement vous dire que le cours a été enregistré. Enfin, il a été donc mis sur Facebook Live et donc il sera ensuite posté sur la chaîne YouTube de Attic d'Israël. Donc, pour les personnes qui sont arrivées en retard, vous pourrez ensuite donc réécouter le cours depuis le début. Est-ce que vous avez encore des questions? Messieurs, dames, comme je l'ai dit, faites-vous connaître en levant la main ou alors en activant votre vidéo. Voilà. Bon, ben écoutez, alors on va conclure alors. On va conclure. Allez, je vous laisse le mot de la fin, monsieur le grand rabbin. Oui, alors, puisqu'on parle du monde animal, et une dame m'a interpellé à juste titre sur la compassion et l'importance du Tsar Balei Chaim. Vous savez que dans un Minchat Shabbat, on dit Tzidkatra. Hein, c'est une prière qu'on dit à Minchat Shabbat lorsqu'on dit Tachanou le matin, la prière de Tzidkatra. Et la prière se termine par Adam ou Behema Toshia Hashem. Donc l'homme et l'animal, Hashem et Secourav, il sauve l'homme et l'animal. Donc c'est très intéressant, ça veut dire qu'on est embarqué sur le même bateau. Alors c'est celui de Noach ou après celui de Noach. Donc il y a vraiment quelque chose qui fait qu'il y a une communauté de destin entre l'homme et l'animal. Alors il y a plusieurs commentaires qui ont porté là-dessus. Et je voudrais donc vraiment ramener le commentaire du Radak, Rabbi David Kimchi, qui nous dit effectivement l'animal est un miroir de l'homme. Et lorsqu'on parle d'animal, on peut également, la Gemara elle-même le dit, si la Torah ne nous avait pas été donnée, on aurait appris la pudeur du chat, et c'est dans Hérouvin, on aurait appris la probité de la fourmi, la pureté des mœurs de la colombe, etc. Donc il y a dans l'animal une sorte de miroir des qualités humaines. Donc, c'est très intéressant justement de ne pas détruire le monde animal, de préserver la biodiversité, parce qu'ils sont tels un miroir qui nous renvoie à une image. Et puis aussi, dans ce Adam ou Behema Teshia Hashem, d'ailleurs, c'est intéressant, c'est que Adam ou Behema, souvent lorsque les gens dans notre région voulaient insulter quelqu'un d'autre, ils le traitaient de Behaim. Voilà, t'es qu'une bête. Donc, il y a un véritable miroir comme ça. Et puis, il y a aussi l'idée, comme je disais, on est dans le même bateau, comme le bateau de Noach, c'est-à-dire que nous avons le devoir. Kadosh Baruch Hu a mis Adam Arishon, le premier homme, dans le jardin d'Éden, le Ovda ou le Shomra, c'est-à-dire pour le travailler, donc c'est le droit à l'agriculture, à la société, à la construction de la civilisation sur cette terre, mais le Shomra pour le garder. Donc la destruction du jardin d'Éden et du monde qu'Hachem a mis à notre disposition est tout à fait contraire à l'esprit et même à la lettre de la Torah. Donc, nous devons respecter les choses. Et parmi dans le monde qui nous entoure, bien sûr, il y a les végétaux, etc. Mais il y a bien sûr le monde animal. Et nous sommes avec ce monde animal. Et si ce monde animal est présent, c'est qu'il a une utilité dans l'œuvre de la création. Nous sommes partenaires, shutafim d'Akadosh Baruch Hu dans l'œuvre de la création. Et nous devons préserver la biodiversité
et ce monde animal. Et c'est comme ça que moi, à chaque fois que je lis tous les minchas de Shabbat, Shabbat après-midi, Adam ou Behema, Toshia Hachem, c'est à ça que je pense. Évidemment qu'Hachem ne veut pas dire que l'animal est au même niveau que l'homme. Et d'ailleurs, dans les Pirkei Avot, celui qui dit jusqu'au nid d'oiseau va à ta miséricorde, il faut le faire taire. Pourquoi il faut le faire taire? Parce que la miséricorde, on la veut d'abord pour les petits-enfants qui peut-être souffrent plus que pour les nids d'oiseaux, bien que les nids d'oiseaux sont importants, mais il y a une priorité. Mais en tout cas, de dire que nous sommes tous ensemble dans le même bateau, dans ce même univers qu'Akadosh Baruch Hu a voulu, et que nous devons avoir un respect immense pour cette création et donc pour les animaux, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Alors maintenant, lorsque vous direz Sitkatra, Adam Obeima, Toshia Hachem, dans la prière de Mincha, l'après-midi de Mincha, vous penserez à ce bateau, ce grand vaisseau constitue le monde dans lequel nous sommes tous embarqués. Merci beaucoup, monsieur le grand rabbin Fison, pour cette magnifique conférence, et en espérant donc faire des partenariats d'études, les rattacher encore beaucoup de fois. Avec grand plaisir, je peux parler aussi autre chose que la shrita. Il y a d'autres domaines. Avec grand plaisir. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, au revoir. Nous retrouvons si tu veux pour Shabbat shalom à tous. Shabbat shalom à tous. Shabbat shalom. Shabbat shalom.